Salut à tous, on a eu droit à une journée très bien ensoleillée et qui se termine bien évidemment sur BB24. Merci de démarrer la soirée en notre compagnie sur le grand rendez-vous. Ce soir, 3 plateaux au menu, bien sûr le journal qui viendra tout à l'heure à 19h45 et comme d'habitude, nous allons démarrer par la météo que voici. Vous comprenez donc, c'était donc la météo. Ce soir, sur le grand rendez-vous, nous allons apprendre à faire les bonnes combinaisons de fruits. Salade de fruits, cela a des effets bénéfiques sur la santé, mais à chaque combinaison, ces effets sur la santé, vous allez nous dire le problème de santé que vous voulez régler. Et puis, l'invité qui est une nutritionniste viendra sur ce plateau tout à l'heure pour vous dire la combinaison qui est donc indiquée pour régler ce problème-là. Alors, que fera on fera également les mathématiques ce soir. Et je reçois tout à l'heure pour vous un enseignant en mathématiques. Je sais que c'est une bête noire pour la plupart des apprenants. Nous allons, avec un enseignant, démystifier cette bête noire ce soir. Nous allons aussi danser ce soir sur les sonorités du gangan. Le talking drum, tradit et moderne, oui, ça parlera ainsi sur le plateau de Horizon Culture ce soir. Le journal viendra à 19h45, mais déjà en place, Amadine Aliambossou dans la rédaction de BB24 pour nous présenter les titres. Bonsoir Amadine. Bonsoir à vous, Assom Gaba. Il y a quoi au menu de ce 19h45? Au menu du 19h45 ce soir, la Poste jadis est considérée comme la concession des lettres et autres services, mais actuellement les lettres traditionnelles ont disparu au profit du numérique. Comment le numérique a boosté le chiffre d'affaires de la Poste? Nous allons le découvrir. Elles permettent de véhiculer un message. Les affiches publicitaires constituent aujourd'hui un véritable outil de communication. Nous allons nous intéresser aux différentes étapes de la conception. Et puis, les jeunes sont de plus en plus nombreux à se faire tatouer dans nos sociétés. Est-ce un choix personnel ou un effet de mode? Jennifer Sachivi a enquêté sur le sujet. Le développement de tous ces titres, c'est dans une quarantaine de minutes. Merci donc à vous, Amadine Aliambossou. Dans 40 minutes, on va donc se retrouver, je dis avec plus de précision, à 19h45. C'était juste l'annonce, chers téléspectateurs. Commençons déjà par servir les plats de résistance. On commence les plateaux par l'espère.
un peu de mathématiques ce soir sur le grand rendez-vous. Et puis, cette matière ne sera plus une bête noire pour vous, chers apprenants. Les parents, vous pouvez également nous suivre. Je reçois pour vous un enseignant en mathématiques qui s'appelle Martin Tokponkwe, enseignant de mathématiques. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. C'est un plaisir, en tout cas, d'être avec vous ce soir pour faire les mathématiques. C'est vrai que ce n'est pas un plaisir pour tout le monde de faire les mathématiques. Mais comment est-ce que vous vous sentez en tant qu'enseignant de mathématiques quand on dit de la matière que vous enseignez qu'elle est une bête noire? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est un choc d'apprendre que c'est une bête noire parce que imaginez un instant, vous êtes un enseignant d'une discipline et la plupart de vos apprenants vous disent « Monsieur, ça ne va pas, ça va mal au cœur. Et c'est comme si on n'a pas de l'art dans ce que nous faisons. Et ça choque. Et donc, ce n'est plus comme, bon, je ne dirais pas, il y a des enseignants pour qui, quand on leur dit par exemple que oui, votre matière, vraiment, c'est difficile de le faire, c'est qu'ils en sont glorifiés, ils en sont fiers. Oui, ma matière est une matière difficile et donc les enfants vont faire plus attention à moi. Ah, je suis très content que vous ayez abordé ce côté et c'est vraiment ce sur quoi je vais beaucoup m'attarder parce que les mathématiques, dès lors, on les a pris, je vais dire, parce qu'on dit les mathématiques, on les a pris sur un plan réservé au génie. Et c'est ceux qui ont une certaine habileté, ils sont surdoués, ils sont. Et au point où, quand quelqu'un se plaint des mathématiques, celui qui fait les mathématiques se dit, bon, ça veut dire que moi je suis un génie, ça veut dire que moi je suis différent. Or, ce n'est pas le cas. Et on doit se remettre en cause et on doit revoir notre façon de faire la matière et on doit revoir notre langage à l'endroit des apprenants. Parce que le premier élément qui fascine l'apprenant, c'est le langage que tu tiens envers lui. Ce n'est pas ce que tu lui as proposé d'abord, c'est ce que tu dis de ce que tu veux lui proposer. Tu lui dis, bon, voilà ce que je veux t'apprendre, c'est de tel ordre, c'est comme ceci, ça se fait, et ça sert à tel. Donc c'est ça, je vais dire d'abord, ce qu'on entend par le conditionnement. Enseigner d'abord les mathématiques va partir du conditionnement. Il faut conditionner l'apprenant. Parce que, je suppose, j'amène un produit sur le plateau ici, pour que l'auditeur, ou bien les auditeurs, puissent s'intéresser à ce que j'ai amené, il faut que j'arrive à les conditionner. Un, par la présentation de mon produit. Deux, par l'intérêt qu'ils ont en retour de ce que je leur apporte. Donc, il va falloir que nos mathématiques reviennent d'abord sur le plan serviable. Ou bien, même si ce n'est pas encore totalement serviable parce que ça relève du contenu du programme, il va falloir que nous qui prestons, nous qui donnons la connaissance aux apprenants, nous tenons d'abord un langage de courtoisie, d'intéressement, qu'on les amène à comprendre que ce n'est pas réservé à des génies ou bien à des gens qui ont une certaine habileté réservée spécialement à eux. Alors, vous avez parlé du conditionnement et dans cela, vous avez dit à quoi servent en fait les mathématiques. Oui. Elles servent à quoi en réalité? Okay. Dans la vie pratique, dans la vie de tous les jours. Oui. C'est une question qui coule les rues. Et même nous, enseignants, nos apprenants nous demandent chaque fois, monsieur, et tout ça, et ça va servir à quoi? Les théorèmes de Pythagore et tout le reste. Thalès. Aujourd'hui, on ne s'en sert pas. Mais... Voilà. Ben, ça dépend de votre domaine d'application, en fait. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure, il faut que les mathématiques viennent d'abord à ce qu'on appelle le conditionnement. C'est-à-dire qu'on doit partitionner. Ceux qui vont faire les mathématiques fondamentales iront aux mathématiques fondamentales. Et là, ce sont les mathématiques de recherche. Et c'est une certaine... habitude de découvrir sur tout ce qui nous entoure et d'établir des relations, des propriétés, des axiomes et des lemmes, tout ce qui peut permettre, en fait, bon, si je parle de tous ces langages, c'est un peu plus, on va dire, technique, oui. Mais c'est comme on veut aller à la cuisine. Je l'ai toujours dit, mes apprenants me connaissent sur ça. Okay. Et je leur dis toujours, les mathématiques, c'est aller à la cuisine. On te pose une question, c'est que tu vas à la cuisine, on te dit, prépare-moi alors tel mets. Il faut que tu reconnaisses d'abord à l'avance le mets, et que tu ailles à la recherche de la recette de ce mets. Et tu respectes la recette de A à Z, tu as le plat. Je ne pense pas que quelqu'un va dire maintenant, il a respecté la recette de la préparation d'une sauce de tomate et qu'il a obtenu une sauce de crin-crin. Je ne crois pas. Donc, c'est juste cela. Il va falloir que l'on conditionne et que l'on mette à la connaisse bien sûr les ingrédients. Les ingrédients. Donc, la mathématique fondamentale est basée sur la mise en place de ces ingrédients-là, de ces recettes-là. Et quand on parle de tel élément, voilà tout ce qui conditionne, voilà les raisonnements qu'on mène et voilà les résultats. Ça, c'est les mathématiques fondamentales. Maintenant, les mathématiques appliquées, ça rentre dans notre société, dans
tout ce que nous utilisons. Aujourd'hui, nous sommes sur le plateau, on parle de la télévision, c'est les mathématiques. Et on parle des bâtiments, travaux publics, c'est les mathématiques. On parle de l'urbanisme, c'est les mathématiques. Comment? Oui, parce qu'il va falloir quand même qu'on étudie l'environnement et qu'on partage, qu'on partitionne, qu'on dise ceci à tel niveau n'influence pas tel autre. Les bâtiments ici ne peuvent pas permettre peut-être la mise en place d'un passage supérieur et de l'autre côté, le sol. Il faut quand même qu'on étudie et qu'on étudie la résistance des matériaux par rapport au type de sol. Tout ça, c'est les mathématiques. Tout ça, c'est les mathématiques. Tout ça, c'est les mathématiques. Donc voilà, il va falloir que l'on partitionne, qu'on dise que si quelqu'un veut faire les mathématiques fondamentales, là, ça, c'est la recherche. De l'autre côté, les mathématiques appliquées, il va à l'application. Et là, on lui montre l'intérêt. Il sait que lui, il va pour la recherche. Donc, ce n'est pas un truc de pratique. Mais quand il y a un problème, je suppose le physicien, il est au laboratoire, il rencontre un problème, on lui pose et lui, il fait la recherche dessus. Alors, qu'est-ce qui pose le problème aujourd'hui dans notre système, voilà, dans la manière d'enseigner les mathématiques, au point où, bon, pour tout le monde, c'est une bête noire, c'est pour les génies. Si tu n'es pas vraiment un génie, il ne faut pas t'approcher des mathématiques. Et le gars qui réussit, sinon l'élève, l'apprenant qui réussit en mathématiques, c'est que pour lui, c'est le meilleur de la classe. Et ça part du langage, comme je l'ai dit. Il y a des enseignants qui disent d'abord aux apprenants que les mathématiques, c'est dur. Il faut que tu aies du cran, il faut que tu aies l'audace. Mais ce n'est pas vrai. Si on prend comme ça, tout le monde va fuir. Qui veut se gêner? Je ne crois pas que quelqu'un veut se fatiguer dans la vie. Hein. Je ne pense pas. Hein. Et sur ce plan, il va falloir que l'on change d'abord le langage. Parce que si le langage change, psychologiquement, l'apprenant va se dire, mais ce qu'on me dit là, non, les autres disent, mais j'ai vu que vraiment l'enseignant qui veut m'enseigner la discipline m'a dit que ce n'est pas du tout de la sorte, mais c'est comme ceci. Et il m'a montré du doigt, et sur quelques exemples, j'ai touché du doigt. Donc, le langage d'abord. Maintenant, sur quelques bases, toucher du doigt, c'est quoi? Il faut un art de l'enseignement. Et beaucoup connaissent les mathématiques, mais ne savent pas enseigner les mathématiques. Ça, c'est encore une autre chose qu'il faut voir. Nous savons faire, ne pas dire, nous pouvons enseigner. Donc, il faut un art d'enseignement. Et dans l'art de l'enseignement dont je parle, il y a un élément sur lequel moi je me suis penché beaucoup plus. Quand on change de classe, on rencontre un enseignant qui a sa manière à lui de réfléchir, qui a son modèle à lui de coordonner les idées. Conséquence, chaque année, nous changeons alors de manière de raisonner. Nous changeons alors comment on dit, de mobile. Quand c'est comme ça, on se perd. Il va falloir que nous établissions un standard de réflexion en tant que mathématicien, et que tout enseignant qui veut enseigner les mathématiques, il applique ce standard lorsqu'il est face à une question. Voulez-vous dire que cela ne s'enseigne pas dans les écoles normales? Et si cela s'enseigne dans les écoles normales, on aurait déjà fait parvenir ceci dans les animations pédagogiques et on aurait sorti cela, au moins en tant qu'enseignant. Nous allons à des rencontres en tant qu'enseignants et nous partageons nos connaissances, même si tout le monde n'a pas encore la chance de faire l'école normale et qu'il est enseignant. On va quand même nous mettre à disposition ce standard. On va dire, quand on pose une question mathématique, toi, enseignant, voilà la manière d'amener l'apprenant au résultat. Mais il n'y en a pas juste là. Mais moi, j'ai travaillé dessus et je pense qu'avec le temps, vous allez me permettre de développer ce thème. Bien évidemment. Et ce standard, je l'ai établi et je travaille dessus, je l'ai appliqué depuis. Vous allez nous présenter votre approche très prochainement. Mon approche prochainement. Alors, si je retiens dans vos développements, je retiens tout simplement que l'enseignement, les mathématiques ne doivent plus être enseignées de façon globale. C'est-à-dire qu'il faut scinder les choses. Il faut scinder les choses. Un, dire à ceux qui veulent faire les mathématiques fondamentales, c'est-à-dire mathématiques de recherche, d'aller en mathématiques de recherche. Et là, ça c'est théorique. À partir de quand il faut séparer les mathématiques théoriques et fondamentales des mathématiques appliquées. Ok. Et il n'y a pas un camp, je vais dire précisément. Je peux simplement projeter quelque chose. Parce que tout est une question de technicité. Je ne suis pas dans le groupe de ceux-là qui forment, qui mettent en place le contenu de l'enseignement et qui décident en fait de ce qui sera enseigné. Mais avec mon expérience, je peux projeter et dire il serait mieux, depuis déjà la classe de 4e, 3e au plus, qu'on commence par partitionner, qu'on dise ceux qui veulent aller dans la théorie et dans la recherche, voilà, vous faites les mathématiques fondamentales. Mais ceux qui veulent, au côté application, vous choisissez. Moi, je vais faire, par exemple, la médecine. Je fais la médecine de façon à ce que je comprends les mathématiques de la médecine. Donc, on me fait les mathématiques de la médecine. Liées à la médecine. Là, je sais que j'ai enclenché un cursus
Et ma destination, c'est que je deviens médecin. Et là, toutes les mathématiques enseignées ont rapport avec ma spécialité. Je dis, moi, je vais faire les travaux publics et bâtiments et autres là. Donc, toutes les mathématiques enseignées seront en rapport avec ceci. Et je vois l'intérêt de ce que j'apprends. Mais est-ce que cela n'est pas fait quand on voit, par exemple, les séries à partir de la classe de seconde, en A, ce n'est pas le même programme qu'en D ou en C. Je suis totalement d'accord, mais il reste encore à faire. Je prends quelqu'un qui fait la C. Et il étudie tout un tas de choses. Mais au bout du rouleau, lui-même, il se demande, mais je vais où avec? Encore que c'est une formation, c'est un enseignement, comme on dit, général. Oui. Il ne sait pas encore sa destination. C'est-à-dire que c'est après le bac qu'il va s'orienter. Il s'oriente, il va là-bas. Et là, on l'a déjà embourbé de beaucoup de choses. Il a perdu, bon, c'est pas une perte, je vais dire, mais il a fait il y a 15 ans en moyenne, s'il n'a pas connu d'échec, avant d'avoir le bac. Et il ne sait pas encore sa destination. Encore que notre système général est tel que les apprenants ne sont pas mis dans un système de rêve. On ne les projette pas. Il manque du stimuli à notre éducation, de façon générale. Il manque du stimuli. L'apprenant ne rêve pas. Il n'y a pas un système d'accompagnement pour le faire rêver. C'est-à-dire quoi? Il n'y a rien qui lui dise, voilà ce que tu fais, ça peut se mettre dans tel secteur d'application, voilà ce que les gens s'en ont fait, et voilà comment ils s'en sont parvenus. Donc on apprend, et au bout du rouleau, on devient mou. Mais il y en a qui enseignent aujourd'hui les sciences physiques, les mathématiques, par du ludique, c'est-à-dire on leur apprend à fabriquer des objets en s'inspirant. En s'inspirant de ses connaissances théoriques en mathématiques. Je suis d'accord, mais ce n'est pas nombreux. Combien de ces écoles, de ces collèges d'enseignement ont ce système d'accompagnement? Il n'y en a pas trop. Donc, il va falloir que ceci soit promu et que beaucoup de ces enseignants ou bien de ceux-là qui ont cette technique soient répartis dans nos écoles pour accompagner et montrer du doigt ce à quoi ça sert. Moi, mes apprenants me demandent, monsieur, mais tout ce que nous apprenons, ça sert à quoi dans la réalité? Quand on quitte ici, on est en société, on utilise quoi? Pour faire quoi? Et je dis, mais il va falloir que ça soit question de spécialité. Si tu es ingénieur en travaux publics, tu as les mathématiques de l'ingénieur en travaux publics. Si tu es médecin, tu as les mathématiques de ta réalité. Encore que le monde a évolué, tout est soft. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout est beaucoup plus numérique et programmé. Il va falloir simplement qu'on lui dise, voilà, tu veux avoir tel résultat. C'est-à-dire quoi? Tu as une situation, tu veux résoudre. Il y a un programme déjà conçu et que tu insères les données de telle façon et puis tu as les résultats comme ceci. Et voilà l'application que tu en fais. Là, ce n'est plus un truc qui fatigue. On comprend donc que démystifier les mathématiques, c'est une question de politique globale. Il faut donc revoir la manière d'enseigner les mathématiques. Maintenant, si on doit rester dans cette logique, c'est qu'on ne parviendra pas d'abord à satisfaire ceux qui sont sur le terrain. Il va falloir que nous trouvions une stratégie de satisfaire d'abord ceux qui sont là, avant que la projection de la politique globale ne vienne peut-être 2 ans, 3 ans, 5 ans. On ne sait pas encore quand est-ce que ça va venir. Donc, ceux-là qui sont là, quelle est la stratégie que nous allons adopter? Il faut que, nous, enseignants, nous revoyons notre façon de faire les mathématiques. Par notre présentation, parce qu'on a constaté que le professeur d'anglais ou bien de français, il vient dans une posture physique plus imposante. Mais le professeur de mathématiques, il est dans un monde beaucoup plus imaginaire, physiquement. Il n'est pas présentable autant que tel. Ce n'est pas que j'insulte nous, enseignants mathématiques, mais ça a changé un tout petit peu. Ça a changé ça va mieux. Parce qu'aujourd'hui, il faut donc parler des mathématiques de façon terre à terre et que nous, enseignants mathématiques, que ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile. Nous, enseignants mathématiques, que nous ayons du speech, qu'on est là de parler. Sinon, on voit le professeur de français, il a l'art de dialoguer, il a l'art d'échanger. Mais le professeur de mathématiques, il est beaucoup plus réservé. Mais ça ne donne pas de l'attrait, en fait. Il y a encore des cours de communication qu'il faut faire pour les enseignants. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Martin Tokmonkoui. Je rappelle que vous êtes enseignant de mathématiques. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau, nous consacrer quelques minutes de votre soirée. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Nous allons continuer, mais celui qu'on va recevoir tout à l'heure, lui aussi, c'est un mathématicien, mais lui, il fait ses mathématiques en matière de musique. C'est ça. On l'appelle, communément Diababa. On va le recevoir dans un instant sur le plateau de Horizon Culture. Avec lui, nous allons apprendre à jouer le gangan, danser aussi sur les sonorités de cet instrument traditionnel, cette percussion. On va suivre Horizon Culture dans un instant.
Horizon Culture, aujourd'hui, nous allons danser sur les sonorités du gangan. Le Talking Drum va parler ce soir tradit, va parler également moderne. C'est sur le plateau de Horizon Culture. Juste cet élément, des mots qui nous présente trois situations d'exécution, bien sûr, sinon de comment est-ce qu'on joue le gangan. Regardez, et puis on va retrouver sur le plateau Djababa. Et en plateau, on le retrouve, Djababa, qui nous rejoint pour parler bien sûr du Talking Drum. Il faut parler également cette percussion sur ce plateau de Horizon Culture. Bonsoir Djababa. Bonsoir Siom. C'est un plaisir en tout cas à chaque fois de te retrouver, surtout quand tu es avec tes percussions. Je sais que tu es revenu également sur ce plateau avec ton percussionniste qu'on connaît, vraiment avec c'est le Djaben, c'est ça hein? Lui, il est spécialisé dans, dans le gangan, dans le talking drum, c'est ça. Bonsoir, merci d'être là aussi. Voilà. Djababa, aujourd'hui, nous parlons du talking drum. Quand on parle du talking drum, il paraît qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Lesquels on peut citer, parlant bien sûr de la musique traditionnelle au Bénin? Il y en a beaucoup. Quand on parle de la musique traditionnelle au Bénin, d'ailleurs, toutes les percussions ici au Bénin parlent. OK. Donc, quand on dit talking drum, ça devient nom commun de percussion au Bénin. Parce que le parolais, ça parle, le téhon, ça parle, le rlahon, ça parle. Même les gonds parlent au Bénin. Mais le talking drum dont il s'agit ici, le gangan, le apala, le keri-keri, voilà les types de... voilà la série. Il paraît que le gong aussi, c'est... Ouais, le gong, c'est un genre de talking drum. Exactement. C'est le talking drum à double face
pour lequel on a enlevé une face. Et si on a modifié un peu le corps pour pouvoir avoir le son dans médium, beaucoup plus médium. Okay. Donc, le talking drum, il y en a sur plusieurs formes. Il y a la forme qu'il a là. Je quitte le cadre talking drum par percussion qui parle, général. Et je reviens maintenant dans ce que vous appelez le talking drum, le gangan, parce que c'est ça donc le gangan, il y en a sur plusieurs formes. Il y a le akbala qui est sécurisé, il est là. Et il y a ça. Et puis ça aussi, il y en a aussi sur plusieurs sizes, plusieurs mesures. Il y en a de petites mesures plus grands, plus vastes, plus profonds, ainsi de suite que ça. Après ça, il y a le omele-gangan. Omele-gangan, c'est le tout petit de ça, tout petit, vraiment petit quoi. Quand on dit petit, c'est petit, et avec lesquels on n'a pas les sons les plus graves. Il n'y a pas de sons graves là-dessus. Comment on appelle-t-on? Les Sénégalais utilisent une forme de ça, mais dans le style nigérien, puisque c'est là l'origine de talking drum. Ça vient de Oyo, ça vient du Nigeria, avec une histoire époustouflante derrière. On peut en avoir juste un bout. C'est un peu long comme histoire, mais je vais essayer de récapituler. Donc, dans les années 800, le talking drum a existé par le roi. Le roi, à l'époque, les rois, ils ne sont pas que physiques, ils sont physiques et extra-naturels. Le roi Adiboye, c'est lui qui a créé le talking drum, le gangan en réalité. Après ça, les rois se succédaient jusqu'au roi Shango. Shango aussi était un roi près d'avoir été en même temps une divinité. Et lui aussi, il était le quatrième en réalité, qui a adopté le talking drum comme son instrument, son outil de message, son outil de communication pour apporter tel ou tel. Alors, avant lui, le gangan était là pour rappeler l'historique du royaume et d'amener le roi actuel, à savoir à telle situation de l'autre roi, il y a ci, à ça, et on a pu gérer ça comme ceci, comme cela. Okay. Puisqu'il n'est pas autorisé à des personnes physiques de donner, prodiguer des conseils au roi qui est au-delà du physique. Donc il faut forcément un moyen. C'est ça le rôle du talking drum. Donc on utilisait le talking drum pour lui envoyer le message. Et aussi le roi aussi pour envoyer un message à d'autres personnes, parce que le roi ne parlait pas à tout le monde. Donc pour apporter le message à d'autres personnes, à d'autres individus entre griffes, il utilisait le talking drum, lui passe le message à celui qui peut comprendre, et celui-là transmet le message à ces personnes-là à travers le talking drum. Donc Shango il était le quatrième, et il utilisait aussi le talking drum pour ses messages. Et le Shango était violent, très très violent, jusqu'à aujourd'hui. Shango, c'est l'équivalent du Hebioso. C'est très très violent comme personnage, très violent. Donc il utilisait ça, le talking drum, pour tout ce qu'il faisait, jusqu'au moment où l'autre roi, qui est Obatala, qui lui utilisait le bata. Qui utilisait le bata, qui a aussi toute une série d'instruments, toute une série de percussions diversifiées, qui utilisait le bata. Mais il se fait que Shango a constaté que le bata sonnait beaucoup plus fort, sans effort, que le talking drum. Vous allez voir quand je fais ça. Je joue le talking drum. Vous voyez? Là, ça porte beaucoup plus fort. Or, je ne fournis pas d'effort, vous voyez. Mais lui va fournir beaucoup d'efforts avant de... Quand vous écoutez tout de suite le son, là, ça colle avec les caractéristiques intrinsèques du Shango. Donc, Shango n'a pas jalousie, il dit, écoute, non, moi, je ne peux pas c'est pas lui, Obatala, d'avoir un instrument qui porte fort. Attends, et puis par
ruse et de rage, Django a décrété une guerre, entre griffes, une guerre. Et le patron à eux tous, Oromila, les a appelés et dit, écoutez les gars, venez. Et Obatala dit, lui c'est quelqu'un il est calme, mignon garçon, tout. Donc, devant Oromila, Obatala, on a donné la parole à Obatala, Django qui avait déjà fait tout le bruit. On a donné la parole à Obatala, ok. Celui qui, il veut le bâtard. Mais celui qui fait le bruit ignore que ce n'est pas l'instrument qui fait le bruit. Ce n'est pas l'instrument qui porte plus fort, mais par contre, la douceur de celui qui le porte. Vous comprenez le message? Voilà. Donc, Obatala a laissé le bata à Shango et s'est approprié le talking drum. Et le ganga. Voilà, la douceur, le charme de Obatala sur le talking drum a ramené tout ce que Shango pensait être dans l'instrument, a tout ramené au talking drum. Du coup, aujourd'hui, quand vous prenez le talking drum, vous vous tenez à un carrefour. Dès que vous commencez par jouer du talking drum, il y a forcément et obligatoirement du monde autour de vous. Du monde, voilà. Alors aujourd'hui, comment est-ce qu'on arrive à intégrer cet instrument-là dans la musique moderne? Bon, je sais que quand ça y entre, on pense certainement à une culture, la culture Yoruba, certainement. Et aujourd'hui, c'est de pouvoir valoriser ces instruments-là aujourd'hui à l'international, pourquoi pas également au Bénin. Donc autrefois, c'était les instruments sacrés. On ne jouait pas, ne fabriquait pas le talking drum ou le bata qui voulait, et ne jouait pas aussi du talking drum qui voulait. Donc c'était vraiment sacré, et puis il faut transmettre c'est-à-dire c'est toute une lignée qui le fait. Mais avec le temps, l'esclavage aussi a fait que les esclaves en partant sont partis avec des instruments comme ça. Du coup, aujourd'hui, on retrouve le talking drum au Cuba, au Brésil, au Venezuela, partout dans le monde et beaucoup plus aux États-Unis aujourd'hui. Donc, et quand déjà on quitte le côté sacré de l'instrument et que du coup, il n'y a plus de secret. N'importe qui peut le prendre et n'importe qui peut le jouer. Maintenant, il s'est fait qu'aujourd'hui, on a trouvé que ça apporte une lumière, ça apporte de la valeur ajoutée à nos pays. Du coup, on a désacralisé l'instrument et on a permis à ce que désormais, ça puisse être enseigné à n'importe qui veut, mais c'est beaucoup plus, plus facile à quelqu'un qui a le sang de ses origines pour pouvoir le manipuler. Puisque c'est vrai, on peut parler d'autres langues, le fond, le goût, le tout, avec le talking drum. Mais c'est beaucoup plus facile de parler le Yoruba, et de prononcer les incantations Yoruba avec le talking drum. Puisqu'il s'agit d'émettre des fréquences pour pouvoir atteindre des objectifs. Merci beaucoup à vous, Diababa. On vous a vu tout à l'heure à travers l'élément témoin sur scène. Vous étiez en train de jouer vraiment votre talking drum. Et sur le plateau, on va terminer bien sûr cet entretien avec une prestation. Et là, je vous laisse le plateau, le temps d'accueillir bien sûr la nutritionniste pour qu'elle puisse nous parler, pourquoi pas des fruits. À vous, Diababa, le plateau. Juste quelques minutes avant de partir. Quelques minutes. Merci beaucoup. Et équiper la facture. La facture, bon, l'équipe du grand rendez-vous est là et les téléspectateurs également. Merci beaucoup, Diababa, d'être venu sur le plateau. J'espère bien qu'on aura également le temps de venir parler maintenant du côté artistique
ces percussions-là. Oui, oui, Comment est-ce qu'aujourd'hui on intègre ça dans la musique moderne? Oui. On aura le temps d'en comment parler. fabriquer aussi, Et comment on fabrique aussi ce qu'on intègre dans la musique moderne. Mais je ne sais pas si tu as le temps, peut-être demain, on va le faire, si tu le veux. Il n'y a pas de souci, même si je ne le fais pas, il y a Michael qui viendra. Ouais, lui fabrique l'instrument, il fabrique l'instrument, il maîtrise beaucoup plus l'instrument. Et si moi je ne suis pas disponible, il pourra faire. Il pourra le faire demain. Merci beaucoup. En tout cas, déjà pour cette promesse, merci également à vous, Diababa. À très bientôt. Le grand rendez-vous va continuer cette fois-ci et on va retrouver une nutritionniste pour nous parler des salades de fruits. Ben, quelle combinaison pour la bonne santé, c'est dans un instant. Merci beaucoup de nous retrouver sur Nature et Bien-être. Pour votre bien-être, la salade de fruits, c'est une très bonne combinaison à faire. Mais quelle combinaison pour quel problème de santé? On va répondre à la question dans un instant, juste derrière ce reportage qui est signé Kessia. Consommer de l'orange et d'autres fruits 2 à 3 fois par jour, une habitude pour Dieudonné et Léandre. Entre le déjeuner et le dîner, ils ne ratent pas l'occasion de s'arrêter devant une vendeuse de fruits. Moi, j'aime les fruits parce que ça fait du bien à l'organisme. Un geste simple qui serait sans danger pour l'organisme, à en croire ces amoureux qui consomment sans limite plusieurs variétés de fruits. Salade de fruits, nous mélangeons les fruits et ça fait du bien à notre organisme. Pendant que certains en raffolent, d'autres se résignent. Ceci pour des raisons bien précises. Le mélange, je ne fais pas. Pourquoi? Parce que j'ai lu sur les réseaux sociaux que c'est pas bon de faire le mélange des fruits. J'aime les fruits, mais je ne fais pas le mélange parce que j'ai vu sur le réseau social, disons que c'est pas bien de mélanger les fruits. Bon, et j'ai fait les recherches moi aussi. C'est pour ça que je ne fais pas le mélange. Sur les réseaux sociaux et sur Internet, des informations circulent et sèment la psychose. Une spécialiste se prononce sur la question. C'est vrai que le web regorge beaucoup d'informations qui ne sont pas toujours vérifiées quant au mélange des fruits, leurs inconvénients et autres. Moi, par exemple, je prends des mélanges de fruits, des salades de fruits, mais je n'ai pas encore eu un problème dû à ça. C'est pourquoi je dis que ça dépend du type d'organisme de l'individu. Il faut que cet individu arrive à identifier les malaises dus à un certain mélange, que ce ne soit pas seulement des fruits, mais d'autres aliments, et qu'il aille voir un spécialiste pour l'aider à mieux prendre en charge. La faible consommation de fruits et légumes figure parmi les 10 principaux facteurs de risque de mortalité selon les données factuelles présentées dans le rapport sur la santé dans le monde en 2002. Jusqu'à 1,7 million de vies pourraient être épargnées chaque année lorsqu'une quantité suffisante de fruits et légumes est consommée au niveau mondial. Les fruits sont essentiels à un régime alimentaire équilibré. Faire des mélanges ne constituerait pas a priori un risque pour l'organisme humain. Mais il est tout de même recommandé de faire attention aux fruits consommés selon son organisme. Merci donc à Kessia Zizilohwe et puis Patrick Adiagodjou pour ce reportage. On revient en plateau avec Madame Bassabi, diététiste et nutritionniste. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Kaba. Merci de venir nous faire consommer la salade de fruits, mais des combinaisons qui sont bonnes pour la santé. Salade de fruits, bon ou pas? C'est bon. C'est bon? Très bon. C'est très bon? Très bon. Ah mais comment analysez-vous, c'est pas les inquiétudes qui ont été exprimées à travers ce reportage que nous venons de suivre?
D'abord, pour faire salade de fruits, nous avons besoin au maximum de 4 à 5 fruits au maximum. Au maximum, 4 à 5 fruits. 4 à 5 fruits, différents fruits. Et ça dépend de la saison. Parce que les fruits viennent selon la saison qu'il fait. Si nous sommes dans la période de mangue, vous pouvez en utiliser. Mais si nous ne sommes pas dans la période de mangue, vous ne pouvez pas prescrire salade de fruits à quelqu'un en ajoutant de la mangue. Il va trouver ça où? Parce que quand vous voulez prendre les fruits là, il faut que ça soit à maturité. Et pour faire les salades de fruits, c'est selon le choix et le goût de l'individu pour le prescrire. Ce n'est pas pour un problème de santé? Oui, souvent c'est pour un problème de santé ou bien c'est pour un problème de dégustation. Je ne peux pas prendre, par exemple, les fruits qui se cultivent à l'Occident et amener ça au Bénin pour dire à ma grand-mère de consommer. Si elle n'avait pas une habitude alimentaire, elle ne peut pas. Donc ça dépend de l'habitude alimentaire, du choix et puis du goût de l'individu avant de le faire. Alors, on verra tout à l'heure les fruits séparément, quels effets ils ont sur la santé. Maintenant, quand on les mélange, est-ce que c'est un plus que ça donne ou bien c'est juste une question de goût? Effectivement, quand nous prenons les fruits en général, les fruits sont riches d'abord en vitamine C. Tous les fruits? Tous les fruits en vitamine C. Bon, il y a la teneur qui varie d'un fruit à un autre, surtout quand nous prenons les fruits à grains, c'est-à-dire le citron, l'orange, le pamplemousse, là. Ceux-là sont riches en vitamine C par rapport aux autres. Donc, on trouve la vitamine C, la vitamine E, la vitamine K, la vitamine du B complexe, c'est-à-dire B1, B3, ainsi de suite. Et en dehors de ça, nous avons les sels minéraux. Comme sels minéraux, nous avons le potassium, le magnésium, l'iode, zinc, sélénium et consorts. Et vous savez que ces minéraux et puis ces vitamines, les vitamines que j'ai citées au début là, sont des antioxydants. Le potassium, le calcium et puis le magnésium là ont une action très importante pour le cœur. J'aborde en même temps les bienfaits pour le cœur. Ça aide au bon fonctionnement du cœur. Donc on retrouve cette chose-là, ces nutriments dans les fruits. Donc on ne peut pas prendre spécifiquement tel fruit pour dire je veux uniquement. Si vous allez prendre ça uniquement ça là, vous ne pouvez pas retrouver tous les minéraux. D'où la raison, il faut faire le mélange de la salade de fruits. Donc si vous faites le mélange là, vous pouvez retrouver tous les nutriments nécessaires que vous voulez pour votre organisme. Alors dans ce cas, il va falloir connaître les éléments qu'on peut retrouver dans chacun de ces fruits-là pour ne pas mélanger les fruits qui sont peut-être rien que des fruits qui sont riches en vitamine C ou rien que des fruits qui sont plus riches en potassium ou en magnésium. C'est ça. Par exemple, si nous prenons une tasse de salade de fruits maintenant, ce n'est pas bon de mélanger uniquement des fruits qui sont trop sucrés. Vous avez vu tout à l'heure, il a pris pastèque avec mangue bien juteux et puis papaye. Papaye est moins sucré que la mangue. Pastèque aussi est moins sucré que. Or, le sucre que nous retrouvons dans les fruits là, c'est du fructose. Le fructose, sa digestion nous donne toujours le glucose. Or, consommer ça en excès, ça peut nous grossir. Mais quand je dis en excès, là, c'est qu'on a exagéré la dose. On nous dit 3 différents fruits par jour. Bon, vous voulez faire la salade, ce n'est pas que vous allez prendre toute une orange ou bien toute une mangue, une tranche. Vous prenez papaye, une tranche encore et l'autre une tranche. Là, vous allez faire le mélange. Là, le sucre est équilibré. Mais de la même façon, quand vous prenez banane, vous mélangez et consorts, banane est plus riche que l'avocat. On a mis tout à l'heure le coco. Le coco est moins riche, mais c'est riche en lipides. C'est-à-dire la vitamine E est là, la vitamine D est là. Ça possède des antioxydants. Donc, il faut nécessairement faire le mélange pour retrouver l'action que nous recherchons. Vous allez peut-être nous donner le mélange idéal dans un instant. C'est Amandine Aneboussou qui nous attend de l'autre côté de la rédaction. Avec elle,
Nous allons suivre l'actualité du développement. Il est 19h45 sur le grand rendez-vous. À vous, le 19h45, le journal. Bonsoir à tous, voici les titres du journal. Que devient la Poste du Bénin à l'aide du numérique? Outre son rôle traditionnel, elle essaie de s'adapter aux réalités actuelles. Gloria Oni est allée faire le constat. Véritable outil de communication, les affiches publicitaires se retrouvent dans presque toutes les villes du Bénin. Mais quels sont les critères de conception? La réponse dans ce journal. Et puis le tatouage prend de l'ampleur au Bénin. Il était pratiqué à des fins cultuelles, mais aujourd'hui, la mode s'en accapare. Merci de votre fidélité. Les lettres traditionnelles ont presque disparu au profit du numérique. La Poste n'en reçoit pratiquement plus. Néanmoins, l'avènement du numérique a propulsé la Poste et a boosté son chiffre d'affaires. Les colis à exporter, les courriers de plusieurs institutions et bien d'autres activités sont actuellement à la portée de la Poste du Bénin. Gloria Oni, Jules Akoyko pour plus de précisions. Avec le numérique, la Poste retrouve un nouveau souffle et c'est loin d'être une surprise. Les supports numériques comme les emails, les SMS et autres ont remplacé les lettres traditionnelles. Les avantages du numérique au service de la Poste sont légion. Le numérique, loin d'être une menace pour nous, a été une opportunité pour nous. Ça nous a permis d'améliorer notre outil de production, notre processus de traitement des envois. Aujourd'hui, il y a plus de sécurité, plus de sûreté dans tout ce que nous faisons. Le système de suivi est venu à la Poste du Bénin grâce au TIC. Les lettres interpersonnelles qui sont en train de disparaître ont été totalement remplacées, même plus que ces courriers générés par les sociétés d'assurance, on les appelle les grands comptes chez nous. Maintenant, il y a aussi le développement du e-commerce aujourd'hui. Le e-commerce, les gens commandent en ligne, ils font tout en ligne, mais la marchandise vient physiquement. La Poste a décliné ses métiers en numérique, mais les boîtes postales ne sont pas pour autant vides. La plupart des lettres que nous recevons, ce sont les lettres qui nous viennent de l'international. Ici, ce que nous recevons, ce sont des extraits, en grande partie, c'est des extraits de banque, des courriers de certaines entreprises. Aujourd'hui, numérique et poste physique se complètent pour le bonheur des usagers. Les prix aussi, c'est bon prix. J'envoie ça, si Australie, ça fait 2 semaines pour arriver là-bas. La Poste du numérique cultive l'innovation et pilote la fiabilité de ses différents services. Les affiches publicitaires sont présentes un peu partout dans les villes du Bénin. Elles servent à véhiculer des messages au travers d'une image ou d'un texte. Mais quelles sont les étapes de conception d'une affiche publicitaire et à quel coût on peut se l'offrir? Reportage. L'affichage publicitaire est un support de communication de format variable qui permet de diffuser un message et d'attirer l'attention d'une cible en particulier. La conception d'une bonne affiche publicitaire implique plusieurs étapes et fait intervenir des spécialistes. Les affiches publicitaires visent 3 choses fondamentalement. Informer, argumenter et puis inciter. Ça appelle à plusieurs connaissances, dont des connaissances sociologiques et puis la sémiologie de l'image. C'est-à-dire il faut connaître quelle image peut toucher telle ou telle personne. Donc, il y a d'abord ce qu'on appelle dans nos jargons le brief client. C'est-à-dire, le client, on va vers le client et le client nous dit ce qu'il veut. Par rapport à cela, quand on revient en agence avec l'équipe créative, on fait ce qu'on appelle un brainstorming. C'est-à-dire, on essaie de lancer les idées, voir sur quelle piste et autres on peut aller. Il est donc nécessaire de concevoir son affiche publicitaire en fonction de son public cible. Les publics cibles sont vraiment spécifiques par rapport au type de communication.
Si je prends par exemple une société, je voulais dire une agence de voyage qui veut communiquer sur des tarifs et autres, l'affiche sera distribuée dans les aéroports, les gares et autres. Le coût de réalisation varie d'une agence de communication à une autre en fonction des moyens déployés et de la qualité exigée par le client. Il n'y a pas un prix standard. Le plus souvent, on facture une affiche publicitaire par rapport au temps passé à faire des recherches, comme je disais, thématiques et concurrentielles, afin de mieux appréhender l'univers créatif. La réalisation d'une affiche publicitaire, ça peut varier entre 35 000 francs et 5 millions. Mais si je prends des structures qui veulent faire intervenir par exemple des joueurs, bien des stars, c'est dans ce sens que l'affiche varie. Après l'étape de la conception, le rôle de l'imprimerie entre en ligne de compte, puisque d'elle dépend l'atteinte des objectifs fixés. Pour tirer une bonne affiche publicitaire, le graphiste ou le client apporte un fichier PDF bien traité avec ses couleurs et ses préférences. Je donne les caractéristiques pour ce grammage, pour ce format de papier et je vais maintenant de l'autre côté pour mettre et puis lancer le fichier pour que ça sorte. L'affichage publicitaire comme moyen de communication constitue de nos jours un outil efficace pour passer son message. Pratiqué depuis plusieurs millénaires pour raisons culturelles ou religieuses, le tatouage est plus considéré aujourd'hui comme un effet de mode. Au Bénin, la pratique gagne du terrain et suscite beaucoup d'intérêt. Jennifer Sachivi nous amène à sa découverte. Ordinateur, stylo, encre, en plus d'une machine à tatouer. Voilà le matériel dont se sert Batolo pour faire du tatouage, un métier qu'il exerce depuis une dizaine d'années. Comme bon nombre de ses pairs, il s'est auto-formé. Il y a un gars qui est venu faire le tatouage dans mon studio un jour, dont je lui ai demandé comment ça se passe, il m'a expliqué, bon, bref. Et le jour automatiquement, j'ai commencé à tatouer aussi. Automatiquement, quand il est parti, j'ai fabriqué une machine. Le jour-là, je me suis tatoué, voilà mon premier tatouage que j'ai fait. Après, j'ai commencé à tatouer les gens. Après, je me suis entraîné aussi sur le net. Ce que les Blancs font, je l'ai su chaque fois. Je ne me connecte pas l'Internet et puis je l'ai su chaque fois. Première étape, la reproduction au stylo du dessin voulu qui précède le tatouage à la machine. Le choix des images varie en fonction de plusieurs critères et d'un individu à un autre. Il y a des gens qui amènent le dessin. Il y a des gens qui disent, bon, fais-moi un choix. Bon, j'ai fait Tête de Lion, j'ai fait Che Guevara. Bon, Che Guevara, c'est mon idole. J'ai fait un petit papillon aussi. C'est lion, et moi aussi c'est lion. Et le soleil que j'ai fait sur la peau, et vous voyez dans cette vie sans le soleil, l'homme ne peut rien. Donc, le dernier tatouage que je viens de faire maintenant, c'est ma maman, c'est ma chère maman et je l'aime beaucoup. Je l'aime et si je meurs, je vais aller montrer ça à Dieu, comment j'aime ma maman. Pour ceux qui l'ont adopté, le tatouage est avant tout une forme d'expression. Le tatouage est fait pour les émotions. C'est ce que tu as dans le cœur et tu veux parler et tu ne peux pas parler. C'est le silence du corps, en fait. En Occident, ça ne leur dit rien. Quand tu fais un tatouage, c'est que tu as une émotion ou bien tu as quelque chose qui t'a frappé et tu as fait un tatou. Mais vu au Bénin, quand tu fais les tatouages, on te traite de délinquant, tout ça. Même s'il est parfois occasionnel, le tatouage peut être une activité génératrice de revenus pour ceux qui la pratiquent. Mon prix bas, c'est à partir de 30 000. Par semaine, au moins, si je ne gagne pas trop, au moins, je gagne au moins 200 000 par semaine, si je ne gagne pas. Mais si je gagne normalement, je peux gagner au moins 500 ou 800 000. J'ai même des élèves, j'ai au moins 4 élèves que je les ai appris comment ça se passe. Initialement pratiqué par les néo-chrétiens de la Rome antique pour marquer leur dévotion, le tatouage est une pratique qui date de plus de 4000 ans. En Afrique, les premiers à s'y adonner étaient les Égyptiens qui s'en servaient comme marque d'identification. Autre élément dans ce journal, la pratique du sport de haut niveau ne se fait jamais sans un accompagnement médical.
Si le médecin du sport est essentiel aux sportifs, il n'est pas le seul à intervenir. Le kinésithérapeute a également son rôle à jouer. Une fois le diagnostic posé par le médecin, il prend le relais et soigne le sportif par les mouvements. Ces deux praticiens assurent ensemble l'excellence du sportif. Notre expert nous explique ce travail d'équipe au micro de Sidnel Kougleno. Le sport est là pour s'occuper de la santé des sportifs. Il peut travailler dans un centre médico-sportif ou dans un club de sport. Il va d'abord établir l'aptitude du sportif. Lorsque nous sommes dans le sport de haut niveau, il va établir à travers un certain nombre de bilans qu'il fait que le sportif est en condition pour faire le sport qu'il décide de pratiquer. Lorsque le sportif a une blessure, qu'il subit des soins, qu'il doit revenir à la pratique, il a besoin de l'accompagnement du médecin pour se réentraîner et se remettre en activité. Donc le médecin du sport suit le sportif. La kinésithérapie se définit par le soin par les mouvements. Le kinésithérapeute est à l'exécution des mouvements pour soigner le sportif. Le médecin va constater le problème qui se pose et demander au kinésithérapeute de faire tel nombre de séances de massage, tel nombre de séances de telle autre technique pour accompagner le sportif. Le médecin fait le diagnostic et peut solliciter le kinésithérapeute pour faire un certain nombre d'actes pour soulager le sportif. Alors, lorsque à la pratique, il y a des blessures, des situations d'accidents de sport qui surviennent, le médecin du sport est à la première loge. C'est lui qui reçoit, c'est lui qui évalue. C'est lui qui pose le premier diagnostic avant de faire recours à d'autres spécialistes s'il le faut. Hors du Bénin, la nouvelle dirigeante de la plateforme Women in Africa veut créer un monde nouveau pour les femmes africaines. La Nigériane Hafsat Abiola, diplômée de Havas, souhaite faire rayonner les jeunes entrepreneurs du continent grâce à la WIA, première plateforme digitale de développement économique et d'accompagnement des femmes africaines leaders et à haut potentiel. Cette initiative qui parie sur les femmes africaines pour faire décoller le continent organisait son deuxième forum à Marrakech cette semaine. Pour réaliser son projet, cette militante des droits humains s'engage dans un tour du monde pour trouver des partenaires prêts à parier sur les femmes du continent, mais aussi pour créer un réseau avec d'autres femmes du monde. Les États-Unis, le Canada et le Mexique sont finalement parvenus à un accord de libre-échange pour l'Amérique du Nord qui remplace l'ALENA de 1994. Après des semaines de négociations, un accord de principe a été trouvé entre ces trois pays. Il offrirait aux travailleurs et aux entreprises un meilleur accès au marché de libre-échange et pourrait susciter une croissance économique solide pour les années à venir. Il s'agit surtout d'une victoire politique pour le président américain à quelques semaines des élections de mi-mandat. Beaucoup d'experts demandent à voir les résultats espérés de ce nouvel accord avant de crier victoire. Et c'est la fin de ce journal. Très bonne suite de nos programmes. Merci beaucoup à vous, Amadina Niabossou. Merci pour la présentation. On va se retrouver certainement demain sur ce plateau du grand rendez-vous, n'est-ce pas? Voilà, c'est exact, Assume Gava. Merci beaucoup déjà pour la promesse et bonne soirée à vous. On continue la soirée avec vous, chers téléspectateurs, et avec Madame Bassabi, qu'on retrouve sur le plateau de Nature et Bien-être. Maintenant, on parlait bien sûr des salades de fruits et on comprend tout simplement qu'une salade de fruits, c'est une combinaison qui doit se baser sur les constituants de ces fruits. C'est exactement ça. Oui. Alors, quelle est donc la combinaison idéale? Faut-il compter également sur les saisons? La combinaison idéale, faut-il compter sur les saisons? D'abord, c'est les saisons d'abord. Il faut choisir les fruits qu'il faut pour la saison dans laquelle nous sommes. Maintenant, si vous choisissez un fruit, et comment dirais-je, sans agrumes, vous mélangez avec d'agrumes. Sans agrumes, c'est les... Sans l'eau, les jus, jus naturels. Jus naturel. Peut-être l'ananas maintenant, c'est avec agrumes. L'orange, c'est avec agrumes. Mais banane, non. Papaye aussi, non. Vous comprenez? Donc, vous mélangez pour avoir... Parce qu'en fin de compte, si vous faites le mélange là, vous allez prendre l'agrumes et mélanger pour soudoyer un peu le contenu.
très bien. Le contenu, donc, il faut choisir les fruits sans agrumes et avec agrumes. Mais uniquement les fruits avec agrumes, ça ne passe pas bien. Ça peut, il est vrai que je n'avais pas souligné au début, les fruits sont riches en fibres alimentaires. Et vous savez que les fibres alimentaires accélèrent le transit intestinal. Pour quelqu'un qui n'est pas prédisposé à faire évacuer son estomac au moins 2 fois par jour, bien tous les matins, il faut lui prescrire une tasse de salade de fruits, juste pour l'activer, à stimuler et à évacuer les selles. À quelle heure c'est bon de consommer une salade de fruits? Si vous voulez prendre ça en dessert, c'est après le repas. Ah, en dessert? En dessert, c'est après le repas. Oui. Mais si vous voulez prendre ça pour maigrir, ne pas apporter assez de féculents, vous mangez, vous prenez la tasse de salade de fruits avant le repas. Avant le repas. Pour avoir la satiété de l'estomac. Et là, vous n'allez plus consommer assez de portions de féculents. Parce que la portion, l'énergie, les glucides que nous apporte la salade de fruits ne sont pas si élevés. Malgré qu'ils sont beaucoup là, l'énergie n'est pas si élevée. Or, quand vous prenez une tasse de salade de fruits, ça vous apporte au moins 9 grammes environ de glucides. Or, quand vous prenez une tasse de féculents ou bien le riz, 45 grammes de glucides. Et quand vous multipliez par 4 là, le nombre de l'énergie, vous voyez, le mieux c'est de prendre chose là. Surtout pour un régime amaigrissant aussi. Vous prenez votre tasse de salade de fruits pour remplir l'estomac. Pour remplir l'estomac. Et là, ça serait une petite portion de truc là. Et dès que l'organisme, lui, il aura besoin de glucides, il ira épuiser ça dans les réserves de graisse que vous en avez pour transformer ça en énergie et utiliser ça. Et là, au fur et à mesure que vous faites ça sur une longue durée, vous allez constater que vous êtes en train de maigrir. Mais vous n'allez pas constater la faim. Vous n'aurez pas faim. Vous n'aurez pas faim parce que vous avez déjà votre satiété. Mais ce que vous apportez là, ce n'est pas nécessaire pour l'organisme. Donc lui, il va prélever ça dans les graisses que vous aviez entassées auparavant. Et ça qui fait que vous allez commencer par maigrir et avoir forte ligne. Parce que les salades de fruits sont bons pour un régime maigrissant. Ok. Et donc, c'est bon les matins de prendre de la salade, mais ce qui on a lu également, parlant bien sûr d'inquiétude et d'idées reçues, que quand on prend les fruits après le manger, que ce n'est pas bon, qu'il faut manger forcément le matin très tôt. Il faut manger forcément le matin, il est vrai, on nous a dit, il faut 3 repas par jour. Si vous n'avez pas pris, vous prenez votre repas le matin, ça doit s'ajouter nécessairement d'un fruit ou bien d'une salade de fruits. Une tasse, je dis souvent une tasse, pas un grand bol. Vous savez, quand on parle de tasse chez nous, vous savez, ça tasse ressemble là, il faut respecter la portion. Souvent, je mets l'accent sur la portion. Les tasses de thé, c'est ça? Oui, les tasses de thé. Vous prenez nécessairement votre petit déjeuner, il vous faut une portion de fruits à côté. Après un repas, il faut un fruit. Il faut de fruits. Nécessairement. Si vous n'avez pas pris ça le matin? Il faut prendre ça le matin. Après le repas, votre petit déjeuner, vous prenez. Ça aide à accélérer la digestion avec la présence des fibres. Si vous prenez du pain, le pain, ça constipe. Or, si vous ajoutez les fruits riches en fibres là-dessus, là, ça accélère la digestion et vous allez vite évacuer pour pouvoir prendre un autre au déjeuner et après au petit déjeuner. Ok, merci beaucoup. Parlant bien sûr donc de bonnes combinaisons pour la santé. Il ne faut pas prendre que les fruits aux agrumes, c'est ça, hein? Oui. Et il faut également mélanger les fruits sans agrumes et les fruits avec agrumes. Pour obtenir le mélange. Voilà. Quand on parle d'agrumes, c'est le jus, quoi. Ça va pas dans l'orange. J'ai bien regardé, hein, l'ananas. Parce que quand on presse, il y a du jus dedans. Pastèque aussi, il y a du jus dedans. Mais, donc, on peut mélanger pastèque, ananas, non, pastèque, mangue, banane, si vous voulez. Voilà. Mais il faut aller au maximum, c'est 5 fruits. 5 fruits au maximum. Maximum. Merci beaucoup à vous, madame, d'être venue sur ce plateau. Ce sera tout pour Nature et Bien-être de ce jour.
Mais le grand rendez-vous va continuer avec vous, chers téléspectateurs. Oui, nous allons suivre à présent l'actualité sur la toile. C'est l'actu web. Le Bénin et le Gabon s'engagent à lutter contre l'immigration illégale des enfants. La signature d'un accord de coopération sera bientôt une réalité. C'est une décision issue du Conseil des ministres du mercredi 3 octobre. L'objectif principal est de préserver les intérêts des enfants. Une délégation béninoise va se rendre à Libreville dans les tout prochains jours pour finaliser cet accord. Le gouvernement béninois pourra s'informer des conditions de séjour des enfants et leur réintégration dans leur famille d'origine. Toujours dans le domaine du bien-être, le prix Nobel de médecine 2018 a été décerné à 2 chercheurs. L'Américain James Allison et le Japonais Tasuku Honjo ont découvert un moyen de lutte contre le cancer. Les travaux de recherche ont permis de mettre au point des traitements contre des cancers mortels de la peau à un stade avancé. Selon les experts, le traitement découvert stimule le système immunitaire et s'attaque aux cellules cancéreuses. Les lauréats vont se partager une récompense d'un montant de 9 millions de couronnes suédoises, soit environ $1 million. Dans le but de relancer son économie, le gouvernement du Zimbabwe envisage la suppression de plusieurs emplois gouvernementaux. C'est l'annonce faite par la ministre de l'Information. Selon les propos de la responsable, cette mesure vise à stabiliser la situation économique du pays détériorée par des années de mauvaise gestion. La masse salariale des emplois publics consomme plus de 90% des recettes publiques du pays, d'après les chiffres du Fonds monétaire international. À court terme, cette mesure permettra au pays d'assainir les finances publiques et de réduire le déficit budgétaire de l'État. Si cette mesure est prise en compte, selon la Banque centrale, le Zimbabwe va atteindre une croissance économique de 5%. Terminons cette revue web par cette affaire qui fait le buzz sur la toile. Suite à l'accusation de viol émise par une Américaine, Cristiano Ronaldo a démenti les faits. Dans un communiqué diffusé hier via les réseaux sociaux, l'attaquant portugais affirme qu'il n'a rien à se reprocher. Selon ses propos, le viol est un crime abominable qui va à l'encontre de tout ce qu'il est. Il dit être la cible d'un spectacle médiatique créé par des personnes qui veulent faire leur promotion à ses dépens. Les faits remontent à 2009 où la star du football et la jeune femme ont passé une soirée dans un établissement de Las Vegas. Cristiano Ronaldo l'aurait dédommagé à hauteur de 300 000 € pour éviter des poursuites. La plaignante a décidé de rompre cet accord. Fin de l'actualité sur le web. À demain pour de nouvelles informations. Ah oui, on comprend tout simplement que tout ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas. C'est comme ça. Merci beaucoup à Fulgencia Moutonji pour la présentation de l'Actu Web. On va vous retrouver certainement demain pour une autre édition. Avant de partir, chers téléspectateurs, suivons d'abord la météo.
Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs. Ce sera tout pour ce grand rendez-vous, mais la soirée continue sur BB24. Dans moins d'une demi-heure, suivez le forum du jour. Portez-vous bien et à demain 19h pour un autre grand rendez-vous. Ciao, ciao.